Aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur que j'adore. C'est un film d'horreur, c'est une série de films d'horreur. À la base, c'est une série de films d'horreur, il y en a plusieurs. Il y en a 5. Il y en a 5 parce que le cinquième est sorti en 2023. Donc c'est une série de films d'horreur, mais je vais parler du premier, ensuite je parlerai du deuxième, puis je parlerai du quatrième, puis je parlerai du troisième, puis je parlerai du quatrième. Donc c'est une série de films d'horreur, c'est la série Insidious. Je vais parler de Insidious 1. Donc je vais parler d'Insidious 1. Je trouve que ce film, c'est une pure merveille de l'horreur. C'est vraiment une pure merveille de l'horreur. C'est le troisième long métrage de, c'est le troisième long métrage de James Wan. Ce film, en fait, pour moi, c'est l'incarnation pure de l'horreur. Pour moi, Insidious, c'est vraiment une saga, une suite de films, parce qu'on dit toujours dans le cinéma, on dit toujours que quand une suite se suit de plusieurs films et qu'elle va au-delà de trois, c'est une saga. Quand une suite de films va jusqu'à deux, c'est qu'il y a simplement deux volets, ou deux opus, ça dépend comment vous voulez dire. Mais quand un film va jusqu'à deux volets, c'est qu'il y a deux volets. Mais quand une suite de films va jusqu'à 3 films, c'est une trilogie. Quand une suite de films va comme Insidious jusqu'à 5 films, c'est une saga. C'est une saga, il y en a plusieurs, il y en a plus, il y en a plus que 3. Donc c'est une saga. Petite information pour ceux qui ne savaient pas. Ça fonctionne comme ça. Donc 3, c'est une trilogie. 2, c'est juste une suite. Un, c'est juste un film qui est indépendant. Quand il y en a plus que 3, qu'il y en a genre 4 ou qu'il y en a 5, c'est une saga. Donc Insidious, c'est une saga très connue dans le monde de l'horreur, et je trouve que dans le monde de l'horreur, Insidious, c'est l'incarnation pure de l'horreur. C'est quelque chose de violent, de terrifiant. C'est quelque chose de violent, de terrifiant, qui fait peur, qui nous glace le sang, qui nous fait froid dans le dos. Et une fois que t'es dans le film, t'es dans le film. Une fois que t'es dans le film, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, ou le 4 ou le 5, t'es dans le film. C'est vraiment l'incarnation pure de l'horreur. C'est vraiment le film d'horreur qui réussit à t'envoyer et à t'envoyer dans, cette, dans ce cercle vicieux d'horreur qui va te tourmenter. Parce que déjà, ce que j'aime bien dans Insidious 1, c'est que le film réussit à faire peur tout autant la nuit que tout autant le jour. Le film réussit à faire peur tout autant la nuit que le jour, et c'est ça qui est intéressant déjà. C'est que on pense souvent qu'avoir peur, ça va se passer dans le noir, ça va se passer la nuit, et on va avoir peur la nuit, on va avoir peur dans le noir. Mais pas nécessairement, c'est pas obligé. On peut faire peur le jour quand il y a du soleil, et on pense justement, l'humain pense être rassuré quand il y a du soleil. L'humain pense être rassuré quand il fait jour et quand il y a du soleil et que les ombres ne sont plus là, il pense être rassuré et avoir moins peur. Mais on peut faire peur quand il y a du soleil. Donc ça, déjà, de un, c'est quelque chose de très intéressant chez Insidious, c'est qu'il s'intéresse à faire peur tout autant le jour que la nuit. Ce que j'aime bien, c'est que le film commence toujours avec une note très violente. Par exemple, Insidious 1, il commence avec cette femme, avec la mariée en noir. La mariée en noir, on raconte son histoire dans le chapitre 2. La mariée en noir, on raconte son histoire dans le chapitre 2, mais Insidious 1 commence avec la chambre du père qui est filmée en un genre de panorama. Il est filmé en un genre de panoramique, t'as l'impression que la caméra filme tous les murs de la chambre et tourne autour de la chambre. Le film commence avec ce plan-là et montre directement la dame fantôme,
la vieille dame fantôme dans le lointain. Et ensuite, directement après, il va encore une fois te montrer la mariée en noir. Donc le film commence directement avec les deux fantômes les plus importants du film, la femme fantôme qu'il y a dans le lointain et la mariée en noir qui est cette entité parasite qui s'est accrochée à Dalton. Donc le film commence directement en montrant ces deux fantômes, et c'est ça déjà qui est très intéressant, et c'est ça qui t'envoie déjà dans l'histoire, vraiment, qui t'envoie dans l'histoire et qui fait en sorte que tu ne décroches plus, c'est que ça t'envoie directement sur les deux fantômes les plus importants. Mais le film ne s'attarde vraiment pas à faire... le film Insidious ne s'attarde vraiment pas à créer des gros jumpscares ou alors à créer des gros screamers qui vont t'exploser à la gueule. En fait, le film Insidious ne cherche pas à faire des gros screamers ou des gros jumpscares qui vont t'exploser à la tête comme, euh, comme par exemple Sinister. Il va pas chercher à faire ça, il va chercher plutôt à faire des choses angoissantes où toi tu vas chercher à comprendre ce que c'est. Toi tu vas chercher à comprendre ce que c'est et comme tu seras angoissé, tu vas pas savoir ce que c'est. Et par exemple, j'en cite une qui est très angoissant. Il y a un passage qui est très angoissant. En fait, tout le film est très angoissant. Mais il y a un passage qui est très angoissant. C'est un moment, t'as, t'as Renée, la mère dans le film. La mère dans le film, Renée, un moment, est avec le babyphone. Et elle est avec le babyphone et elle est en train de jouer du piano. Elle est en train de jouer du piano et elle entend sa petite fille qui est en train de pleurer au babyphone et elle écoute les interférences. Et plus elle se déplace, plus les pleurs de sa fille commencent à disparaître. Mais plus il y a des interférences sur le, sur le babyphone. Et plus elle se déplace, plus les interférences deviennent lourdes et pesantes. Et un moment, elle est juste entre l'entrée de l'escalier et entre la porte d'entrée et l'intérieur de la maison. Il y a une sorte de, il y a une sorte de petite cour à l'intérieur de la maison qui est entre le salon, entre les escaliers et entre la porte d'entrée. Et elle est juste là au milieu et t'as la caméra qui va la filmer de haut et elle qui va regarder vers le haut avec le babyphone à la main. Et t'as la caméra qui va s'arrêter un moment juste au-dessus d'elle, et elle va s'arrêter en regardant vers le haut avec les interférences qui seront juste à son oreille. Et tu vas entendre une voix d'homme bien grave qui va crier à travers le babyphone, qui va crier à moi. Mais vraiment une voix d'homme bien grave qui va crier à moi. Et ça, c'est vraiment terrifiant parce que tu t'attends pas à ça. En fait, tu t'attends à une voix légère, genre, je sais pas, peut-être une berceuse racontée par un esprit, ou alors tu t'attends à entendre des pas juste à côté. Tu t'attends, j'imagine simplement ce à quoi moi je m'attendais, mais tu t'attends à entendre par exemple des murmures ou alors des chuchotements, ou alors à entendre des pas qui tournent autour du berceau, ou alors tu t'attends à entendre une berceuse chantée par une femme que tu ne connais pas. Et là, tu entends la voix d'un homme bien grave qui dit à moi très fort. Et c'est saisissant parce que tu t'attends pas à ça. Et elle lâche le babyphone et elle arrive dans la chambre. Non, elle arrive dans la chambre et il n'y a rien. Et c'est ça qui est angoissant. C'est à ce moment-là, quand il n'y a rien dans la chambre, tu vas te demander qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi cet homme, c'était qui est-ce qu'il était, où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il faisait, et tu vas te demander ça. Et c'est comme quand elle rentre de chez le médecin et que les médecins expliquent aux parents qu'ils n'ont jamais vu un cas comme ça avant. Donc ils n'avaient jamais vu un cas comme ça avant et leur fils, ils n'avaient jamais vu un enfant dans le coma comme ça. Et quand ils rentrent à la maison, t'as Renée qui essaye de faire du piano une nouvelle fois parce que elle fait du piano avec une chanson d'ailleurs que je trouve très belle. Je trouve que la chanson est très belle, très 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 sympa. Et elle fait elle fait sa chanson et elle fait du piano. Et tu vois que quand elle fait sa chanson, qu'elle fait du piano, elle essaye de jouer les accords. Elle essaye de jouer les accords, mais elle n'y arrive pas. Et elle pose ses mains elle pose ses mains sur sa tête comme ça.
et elle met ses coudes, elle met ses coudes ici comme ça, elle les met juste sur le piano, sur le clavier du piano. Et alors t'entends vraiment, t'entends toutes les notes du piano qui en une fois font une sorte de bruit très sourd. Et alors encore une fois, tu te demandes ce qui se passe. Et le film va jouer avec ça. Le film va jouer avec toi, va jouer avec ça. Il va jouer avec le fait de te faire penser quelque chose, mais au final de pas te montrer ce que tu as pensé, et te remontrer autre chose, et te refaire penser autre chose. Et ça va t'angoisser, et ça va te perturber, et pendant tout le film, tu seras perturbé. Et, euh, et à ce passage-là, où elle met ses coudes, ses bras, contre le clavier du piano, et qu'elle met, qu'elle, qu'elle met ses mains à l'arrière, comme ça, et qu'elle réfléchit, tu te demandes ce qui se passe, tu te demandes si c'est en rapport avec ce qu'elle a entendu, si c'est en rapport avec son fils qui est dans le coma, si c'est en rapport au fait qu'elle ne sait pas ce qui lui arrive, et tu te poses plein de questions pendant le film. Pendant le film, il y a plein de questions qui te passent par la tête. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que cette chose, qu'est-ce que cette chose voulait? Qu'est-ce que c'était? Et il y a plein de trucs comme ça qui arrivent. Et, euh, et le film va continuellement jouer avec toi. D'ailleurs, le film est plus ou moins long, il dure 1h47, donc il est quand même assez long, le film dure 1h47. Et quand ils emménagent dans la nouvelle maison, t'as René qui pense être débarrassé de ses esprits, et on leur explique dans la nouvelle maison que ces esprits, c'est pas la maison qui était hantée, mais c'est l'enfant, c'est Dalton qui est hanté en fait. Donc on leur explique que Dalton est hanté, est hanté par ces choses, et est persécuté par ces choses, il est hanté par ces démons, ces esprits qui veulent s'approprier son corps et qui sentent l'odeur de son corps et qui veulent s'approprier son corps, son enveloppe charnelle. Et quand ils font appel à la médium parce que les médecins ne peuvent rien pour eux et ne savent pas ce qui se passe et n'ont jamais vu un cas comme ça, ils font appel à la médium et la médium explique que c'est de la projection astrale. La projection astrale, c'est quelque chose que quand tu dors, tu t'endors, mais ton corps reste sur Terre, mais ton esprit s'envole autre part et va dans le monde des morts. Et donc elle leur explique que c'est de la projection astrale et que son esprit, quand il dort, part autre part dans un endroit qu'elle appelle le lointain. Le lointain, c'est un endroit qu'elle imagine comme le clair et l'obscur, comme le blanc et le noir, c'est en fait le monde des morts et le monde des vivants. Et elle explique ça dans le chapitre 3 que le lointain, l'imaginer comme, euh, il faut l'imaginer comme l'obscur et le clair. C'est le monde des vivants et le monde des morts. Et donc elle explique là-bas, elle explique qu'il y règne une nuit éternelle et que les esprits des morts, ils sont condamnés à revivre certains moments de leur vie et que là-bas il règne une nuit éternelle et que le temps se déroule différemment. Et dans Insidious 1, euh, toutes ces entités viennent à Dalton, donc en fait viennent vers Dalton. Donc qu'elles déménagent ou non, ça ne sert à rien. Et, le film va constamment jouer avec ça pour pouvoir te faire penser, chaque fois pour pouvoir te faire penser quelque chose dans ta tête qui va te perturber. Et par exemple, il y a le père qui veut, sauver son fils Dalton, mais il y a la mère, Renée qui elle veut absolument sauver son fils, mais ne sait pas quoi faire. Et alors un moment, quand la médium Élise Régnier, la médium, un moment, quand elle a expliqué ce qu'il va falloir faire et ce qui se passe réellement, tu vois que le père est très sceptique et dit non merci, on n'a pas besoin de votre aide. Et
Il dit: «Vous venez dans la famille d'un enfant très malade, vous faites croire des choses à ma femme et vous expliquez que maintenant mon enfant est dans le monde des morts et entre la vie et la mort, dans un endroit où réside l'esprit des morts». Et donc il dit: «Non merci, on n'a pas besoin de votre aide, merci, ça fera 300 $ et il les vire à la porte. Et donc là justement, le film te fait penser: pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il veut sauver son fils. Et la femme qui avait pourtant expliqué à son mari, qui avait expliqué qu'il ferait tout et n'importe quoi pour pouvoir sauver son fils, elle lui réexplique et elle lui dit: «Oui, mais tu avais dit, tu avais promis que tu ferais tout et n'importe quoi, que tu essayerais tout et n'importe quoi pour notre fils». Et justement, cette scène où elle explique qu'il avait promis de faire tout et n'importe quoi, qu'il avait promis de tout faire pour pouvoir sauver Dalton, cette scène te met un peu dans la confusion et dans le pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et elle qui est vraiment très, très partante déjà pour obéir à des choses dont elle ne connaît absolument pas la nature, te met déjà dans la confusion. Et lui qui est sceptique par rapport à ça et qui avait promis d'accepter de le faire, te met aussi dans la confusion. Et ces choses reviennent après XY temps dans la nouvelle maison et sont des choses différentes. Parce qu'au début, c'était la mariée en noir et c'était ce fantôme de la dame blanche. C'était ce fantôme la dame, de la dame au visage blanc dans le lointain qui était arrivé. C'était ces deux fantômes-là qui étaient au tout début là. Et dans la deuxième maison, c'est pas ces deux fantômes qui sont là, c'est le fantôme d'un petit enfant. Je crois qu'il y a le fantôme d'un petit enfant, il y a le fantôme de cet homme au visage brûlé, il y a le fantôme d'un homme qui a la moitié de son visage déchiqueté, et on voit ses dents et on voit toute sa mâchoire supérieure et inférieure sur le côté, et tout son visage ici est déchiré. Et donc voilà, il y a ce fantôme-là. Et il y a plein d'autres fantômes qui s'approchent de Dalton. Et tous ces fantômes, en fait, le film ne t'explique pas, mais te les montre simplement. Et donc pendant tout le film, tu vas te demander ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils veulent réellement, on te l'a expliqué, c'est Dalton. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent de lui. Ils veulent Dalton, mais ils le veulent pour quelle raison? Et ça, le film ne te l'explique pas. Et c'est pendant tout le film que tu vas être confronté à pourquoi. Et c'est pour ça que j'aime bien Insidious. C'est pour ça que j'aime bien Insidious, parce que pendant tout le film, tu vas être confronté à pourquoi est-ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce que le petit enfant était là? Qu'est-ce que le petit enfant voulait à Dalton? Qu'est-ce que cet homme avec le visage déchiré voulait à Dalton? Qu'est-ce que cette femme qui vit dans le lointain voulait à Dalton? Qu'est-ce que la femme, la mariée en noir, voulait à Dalton? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tous ces esprits qui sont venus voulaient à Dalton? Qu'est-ce qu'ils leur voulaient? Le film, ça ne te l'explique pas, mais le film montre qu'ils se rapprochent de plus en plus. Et c'est ça qui te met dans la confusion. Ce qui te perturbe, c'est qu'ils ne t'expliquent pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Et ce qui te met dans la confusion, c'est ça, c'est qu'on te les montre, ils sont là, mais on ne te montre pas pourquoi ils sont là. Mais on t'explique qu'ils se rapprochent de plus en plus et qu'ils veulent Dalton en te montrant, par exemple, il y a une scène, la journée, où tu as une infirmière qui explique comment est-ce qu'il faut mettre une sonde nasogastrique. Une sonde nasogastrique, c'est une sonde qui va dans le nez et qui, je pense, fait passer le sang. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est une sonde qui passe par le nez et qui soit donne de la nourriture, soit aspire le sang ou quelque chose comme ça. Et t'as une infirmière qui explique à René, la mère de Dalton, comment est-ce qu'on met la sonde nasogastrique et comment est-ce qu'on lui met ça sur le nez, comment est-ce qu'elle doit être positionnée, comment est-ce que Dalton doit être mis, comment est-ce que sa tête doit être mise. D'ailleurs, je pense que sa tête, dans le film, ils disent que la tête de Dalton doit être penchée sur le côté, que la sonde doit être un peu pliée sur le côté et qu'il faut coller un bout de sparadrap à une certaine limite et qu'il faut plier le tube à un certain endroit. Et donc, elle explique tout ça, et pendant qu'elle explique tout ça, à un moment, tu as une autre infirmière qui arrive et qui dit je vais faire le lit. Et tu as René qui dit non merci, vous en avez déjà assez fait, laissez, je vais faire.
Et quand elle fait le lit, elle tire les draps et tu vois qu'il y a une main rouge qu'il y a une main rouge sur le drap, juste, juste au tibia, au mollet, juste au mollet de, de Dalton, au niveau de ses pieds. Et ça montre en fait que les esprits se rapprochent. Et, euh, et donc, toutes ces choses se rapprochent de plus en plus. Ça, le film te le montre, mais ce qu'elles veulent, ils ne te le montrent pas. Et donc, le film est assez intéressant par rapport à ça. Donc, je vous encourage à aller voir Insidious 1. Vraiment, c'est un super bon film d'horreur. Vraiment, c'est un super bon film d'horreur. Je vous encourage à aller voir Insidious 1. C'est un super bon film d'horreur. Moi, je vous fais plein de bisous.